Voilà. Un micro aussi ici pour toi, Philippe. Le dialogue social était bon. Voilà, il est. Alors, le dialogue social, les nouveaux enjeux du dialogue social, s'il était bon avant, ça a bien fonctionné pendant la crise. Tu confirmes? Ah oui, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, je croyais que tu allais donner la parole au professeur Jean-Emmanuel Ray, mais oui, alors si on regarde, et d'ailleurs on l'a vu dans nos enquêtes à NDRH, un dialogue social de qualité avant la crise eh bien, nous a permis finalement de faire des transformations et surtout de faire signer des accords qui nous ont été fort utiles. Donc oui, effectivement, tout va bien de ce côté-là. Mais néanmoins, alors là... Je voulais un petit peu, alors je pensais passer après vous, professeur, et je pensais que tu allais commencer, parce que là c'est un peu mon côté AFNOR, par la terminologie du dialogue social. Alors je l'ai noté. Je vous conseille un excellent, mais le professeur nous dira si c'est vrai, un rapport de l'OIT 2017. Alors je trouve que pour nous, DRH, c'est important quand même de le remémorer. Le dialogue social est considéré comme facteur d'efficacité économique, d'équité sociale et de participation démocratique. Il favorise la construction de consensus et de compromis au bénéfice de toutes les parties prenantes, stakeholders de la société. Et là, je me dis qu'on a un rôle formidable en tant que DRH, parce que c'est vraiment ça, allier l'économique avec le social et puis finalement la participation de tous. Voilà un petit peu, et c'est ce qu'on a fait pendant la crise. Merci beaucoup, Laurence. Avant de laisser la parole à Jean-Emmanuel Ray, Philippe, beaucoup ont dit il faut le dépoussiérer, ce dialogue social. Il est un peu suranné, caduc, obsolète, tout ce qu'on veut. On est dans un groupe, le groupe Bouygues que tu représentes, qui est un groupe très particulier, à la fois un géant mondial qui fait rayonner la France partout dans le monde, et en même temps un groupe familial avec des racines et avec des valeurs. Et du coup, le dialogue social est impacté par rapport à tout ça. Hein. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, le dialogue social poussiéreux, ça, je dois dire que quand on a préparé cette table ronde et qu'on a dit on va parler de retirer ou en tout cas de dépoussiérer le dialogue social, là, je me suis pas complètement retrouvé, puisqu'effectivement, j'ai la chance de bosser chez Bouygues dans un groupe qui existe depuis 70 ans maintenant, et qui est un groupe dont le métier d'origine est, comme j'imagine, vous le savez tous, est un groupe de bâtiments et de construction. Et puis on a eu d'autres métiers qui se sont invités, les médias avec TF1, et puis plus récemment, ça commence à faire quasi plus de 20 ans maintenant, les télécoms avec Bouygues Télécom. Que tu connais bien. Que je connais bien, parce que pour y avoir passé une vingtaine d'années, dont 10 en tant que DRH. Le dépoussiérage, en fait, non, parce que finalement, quand vous faites un métier qui est la construction, c'est un métier d'homme, ça a échappé à pas grand monde. En tout cas, les chiffres sont là, puisqu'on est 81% d'hommes dans les métiers de la construction, que ce soit la route ou la construction. Donc quand vous parlez de mixité, on a quelques sujets. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce métier n'est pas un métier industriel avec des usines, avec un certain nombre de choses automatisées, mais c'est un métier dans lequel vous bâtissez des choses qui sont différentes à chaque fois. Je m'explique, quand vous faites un pont, quand vous faites un tunnel, quand vous faites un immeuble, une tour, etc., à chaque fois c'est un immeuble, en tout cas c'est une production nouvelle, tout est différent à chaque fois, et si vous voulez avoir le succès ou tenter d'avoir le succès à la fois dans la construction et dans le dialogue social que vous allez avoir avec vos collaborateurs, bien vous êtes tenu d'avoir ce qu'on a bâti depuis de longue date, c'est-à-dire une qualité d'écoute, de partage, de respect, de construction dans la durée, sans jeu de mots évidemment. Mais en tout cas, on s'inscrit dans une volonté d'écoute, de partage de nos collaborateurs et évidemment de nos partenaires sociaux. Et vous noterez que je n'ai pas dit syndicats, mais partenaires sociaux, ce qui dénote et montre la manière avec laquelle on approche le dialogue au sein du groupe. D'ailleurs, les collaborateurs et collaboratrices s'appellent des compagnons, absolument. Donc les compagnons du bâtiment. Alors ça fait évidemment écho aux compagnons du Tour de France, voilà, le compagnonnage de longue date. Et on ne les appelle pas des ouvriers, on les appelle des compagnons. Donc voilà. Les mots ont vraiment une signification. Voilà, avec des valeurs partagées évidemment. Et comme tu nous le dis, c'est un dialogue qui est construit, co-construit et non pas subi. On a eu, merci Jean-Emmanuel Ray d'être avec nous. On a eu le regard, le décryptage de deux DRH qui mettent les mains dans le cambouis, qui sont au quotidien dans ce dialogue social. Dieu sait qu'il a été important pendant la crise. On arrive, là, on est au mois d'octobre.
On est en 2021. On arrive un peu à un moment charnière, j'allais dire. On va passer à une deuxième phase. Décryptage et regard par rapport déjà à la thématique, les nouveaux enjeux du dialogue social. Oui, donc là, vous avez compris que c'était le moment de prendre une position allongée sur votre siège. C'est pas évident, hein, juste après le déjeuner. C'est l'universitaire qui va parler. Donc là, vous avez environ 3 minutes 30. Vous pouvez récupérer. C'est pour ça qu'on fait intervenir généralement à 14 heures, c'est que la reprise du travail ne soit pas trop brutale. Ce que je dis à mes jeunes RH, je dirige un Master 2 DRH et droit social à la Sorbonne, et ce que je leur dis, c'est qu'ils ont une veine pas possible. Et vous l'avez aussi. Quand moi je suis sorti de la Sorbonne, je n'avais pas le sentiment que je pourrais révolutionner le droit du travail et les RH. C'était marqué dans le marbre, il n'y avait rien à changer, c'était comme ça, c'était le tout collectif. Tu arrives à l'heure, tu repars à l'heure. Unité d'action, de lieu et de temps. Et là, vos enfants, mais vous aussi, à la place qui est la vôtre, j'ai le sentiment que vous ne pourrez plus dupliquer ce qu'on a fait pendant, grosso modo, 150 ans. Pourquoi on est vénard? C'est qu'une fois tous les siècles, une fois tous les 50 ans, il y a un truc qui change radicalement. Et donc, je ne vais pas vous expliquer le droit du travail que j'enseigne avec beaucoup de bonheur, mais le droit du travail que j'enseigne, on va en parler dans quelques minutes sur le forfait jour ou le télétravail, ça ne correspond plus ni aux entreprises d'aujourd'hui, ni aux travailleurs d'aujourd'hui, et je ne vous parle même pas du télétravail sur lequel je vais revenir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, reproduire le passé, ce n'est pas ça qui va permettre de gérer et de dynamiser du personnel dans l'avenir. Et je vois deux, c'est l'aspect un peu m'a dit professionnel, toujours deux, d'accord. Un, le Code du travail s'est fait sur la subordination juridique permanente. Alors ça, c'est la séquence émotion pour les parents. Grosso modo, moi, quand je suis sorti de Sciences Po, j'étais formaté pour être salarié. J'avais eu la puissance paternelle, après un hussardois de la République, et donc j'étais formaté pour obéir. Et mon supérieur hiérarchique m'aurait dit, t'as vu où tu es dans l'organigramme? Là, moi je suis là. Je me serais mis à genoux, je lui aurais baisé les pieds. Parce que c'était un peu le Graal, hein. Oui. On partait pour une carrière linéaire. Oui. Mais ceux qui ont des parents et ceux qui voient arriver les talents d'aujourd'hui disent, c'était le bon temps. Parce que ceux qui arrivent aujourd'hui et que vous allez bientôt voir, parce que j'ai un avantage compétitif sur vous, même si vous êtes parents, c'est que moi, des jeunes de 20 ans, j'en vois passer devant moi depuis 35 ans. Et le produit a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs, je ne parle que des talents, les meilleurs dans les écoles qui sont les meilleures, celles que vous avez faites en particulier, si vous le dites, et ce qui arrive encore aujourd'hui, il ne s'assied pas où vous le dites, il s'assied une fesse sur votre bureau. Déjà ça, c'est bon, il faut faire avec. Ça surprend. Il vous regarde de haut et il vous dit, il y a combien de jours de télétravail? Alors vous dites, peut-être qu'on va parler du job avant. Les temps ont tellement changé que si vous voulez attirer les meilleurs, vous avez une obligation en termes d'attractivité et de fidélisation des meilleurs de faire place au télétravail. Et je m'arrête là, en 1 minute 32, pour vous dire quoi? C'est que le télétravail, il met le droit du travail sans dessus-dessous. C'est le E.T. du droit du travail. D'abord pour vous, parce que les RH, ce n'est pas une somme d'individus, c'est forcément du collectif. Et là, on en reparlera, il y a du boulot. Parce que le télétravail est par essence même individualiste. Les conditions familiales, technologiques, de grande banlieue ou pas, sont individuelles. Il vous appartient de faire du collectif. Et puis deuxièmement et surtout, c'est l'idée que je voudrais développer et je m'arrête là, bon, on le fera après, c'est moi j'ai peur, et là c'est le juriste que je parle, qui a peur pour l'instant, qu'on rate complètement le tournant, qu'on entre dans l'avenir à reculons. J'en cite 2 exemples, et je m'arrêterai là, je rassure l'animateur. Quels sont les 2 trucs qui sont dans le 21e siècle? Les forfaits jours et le télétravail. D'accord? C'est ça les trucs du 21e siècle. Le forfait jour et le télétravail. Le forfait jour, si vous avez fait le droit du travail, si vous suivez la jurisprudence est en train d'asphyxier le télétravail. En mettant une liste de conditions qui, en termes de charge de travail, etc., devient, en clair, il y a des entreprises qui se disent, est-ce que je vais maintenir le forfait jour? C'est très attristant qu'un truc qui est adapté à les travailleurs autonomes soit asphyxié. Mais je garde le meilleur pour la fin, c'est le télétravail. Alors, ça vous rappelait votre L3. Dites-moi, élève machin, quelle est la définition du temps de travail effectif? J'écoute. Ramasse les copies après. Hein. Non, attendez, vous allez voir. C'est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur, écoutez-moi bien, et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Sans blague. Chez moi, je ne peux pas vaquer à des occupations personnelles. Et je continue, je tire le fil. Et c'est ce que je regrette complètement. La loi n'a pas changé, on va s'occuper de la changer un peu, mais l'accord interprofessionnel, qu'est-ce qu'il dit? Et là, grosso modo, ça vous rend la vie impossible. Si j'étais méchant, je dirais que ceux qui ont une délégation de pouvoir lèvent le doigt pour savoir qui va prendre 3 ans. Pour travail dissimulé. Je continue. En forfait jour, vous êtes chez vous? Alors voilà, moi j'ai des gosses qui sont chez moi, mais ils sont que je suis leur père. Ils m'embêtent toute la journée. J'assigne mon employeur, puisque je vous rappelle que l'ANI dit qu'au bureau ou chez vous, c'est la même chose. On est d'accord, il n'y a aucune différence. Alors moi je ferai un procès à mon patron, en l'occurrence c'est vous que j'assignerai, le délégataire de pouvoir, en disant je suis en pleine dépression parce que mon employeur n'a pas su me préserver d'un harcèlement moral. Alors dire ah bon. Et j'ai toutes les caractéristiques du harcèlement moral sur temps de travail et sur lieu de travail, c'est chez moi. Alors je vais m'arrêter là avec quand même les fantasmes ont une limite, supposer que mon conjoint me harcèle sexuellement, mais là... Là c'est le bouquet là. Jean-Emmanuel Ray, merci d'être là. Laurence, réaction par rapport à ce que vient de dire Jean-Emmanuel Ray. Je ne peux qu'approuver le fait que le télétravail nous met en risque et que si nous faisons même des chartes de télétravail ou demandons des déclarations, il n'en demeure pas moins qu'on a un risque majeur, même si on leur fait signer en disant de nous avertir si jamais ils ont des risques. On l'a déjà très bien vu avec des accidents de travail entre le bureau au premier étage et la cuisine au rez-de-chaussée pendant cette crise. Donc on est informé. Moi, je voulais, si tu me permets, Frédéric, rebondir, parce que la thématique, c'était les nouveaux enjeux du dialogue social, et puis les partager avec vous, même si, je suis d'accord, on a ce sujet à traiter qui demande, bien entendu, une révision d'un bon nombre de textes du Code du travail qui pourraient être moins épais, mais pour autant, ils ne pourraient pas caler des tables par moment. Alors, pour le dialogue social, dans les enjeux, moi, je voulais partager avec vous 6 enjeux, dont 3 ont été déjà répertoriés en 2017 par l'OIT. Et je trouve que c'est important parce que, et je vous en parlerai tout à l'heure quand on parle que si on changeait tout, si on veut changer et tenir nos rôles de DRH, on doit vraiment être dans ces enjeux d'aujourd'hui et demain. Le premier, alors des 3 de l'OIT, ça je vous les cite, et puis après je vous donnerai ma petite liste complémentaire, c'est la mondialisation et la financiarisation de l'activité économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même des acteurs, et on le voit bien, notamment dans les entreprises qui sont cotées, c'est maximisation du profit, et finalement, on a toujours un report du risque sur les salariés. On le voit bien quand vous voyez la bourse fluctuer, il suffit qu'il y ait un beau plan, et puis voilà, les actions remontent. Après, on a aussi une part de responsabilité parce que notre terrain de jeu ne peut pas être uniquement local. Et ça, c'est un message. Il faut penser mondial, même si on agit au niveau local. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choix qui se font entre les États et les salariés, et ce sont des arbitrages, et on a quand même une part de responsabilité. Je ne vous parle pas effectivement des délocalisations. Ça, c'est un autre sujet par rapport à tous ceux qui sont tout télétravail. Je rappelle que si vous signez aujourd'hui des accords 100% télétravail, vous faites les délocalisations de demain. Le deuxième temps qui est important, et là il a été évoqué sur automatisation ou robotisation des moyens de production, et puis surtout numérisation ou digitalisation. Et là on est sur le traitement de l'information. Myriam en a parlé du rapport qui avait été fait par le COA en 2017, de la destruction des emplois. Moi, je rappelle qu'on a un rôle important à jouer. On doit être dans ces transformations. Voilà, donc un point, vous savez qu'aujourd'hui, on a vu bien sûr Oracle, comme on a Cégide sur place, mais avec les RAP, ce qu'on appelle les robots automatic process, demain on peut remplacer une partie des salariés sur des tâches, effectivement, qui seront apprises par un algorithme. Donc nous avons un rôle important. Le troisième temps qui était mis par l'OIT, c'était la transition écologique. Et là, Anne-Romaine en a parlé, et c'est vrai qu'on a un rôle, puisque sur ce modèle. Alors moi, je vais rajouter 4 enjeux. Un enjeu démographique, il a été abordé ce matin par Myriam.
Juste un petit point de rappel, parce que je trouve que les chiffres sont parlants. Entre 1950 et maintenant, on a gagné 19 ans d'expérience de vie. Alors bien sûr, messieurs, on vous bat. On est à 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, et ça, vous le savez, ce sont que des chiffres, hein, ça dépend de chacun. Bon voilà, c'est vraiment... Et puis pourquoi cet enjeu démographique? C'est aussi le vieillissement de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un sujet sur les retraites, et je crois que j'en parlerai. Si on regarde entre tout régime confondu, on a 1,7 actifs pour un inactif, et si on regarde le régime général, qui est celui de la majorité d'entre nous, on a un peu moins d'1,3 pour un inactif, qui est une situation insoutenable à terme. Vous savez ce que disent les Chinois? Ils disent qu'on n'aime pas nos enfants. Le 5e point, c'est la question de la santé. Je vous rappelle que la santé, on en parle au travers effectivement du télétravail, c'est la définition de l'OMS. La santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Ça, il ne faut pas l'oublier. Étude de la DARES, mai 2021, eh bien, on a 30% des personnes interrogées qui nous disent souffrir d'altérité de leur santé, et on a doublé les risques de dépression là en 2 ans. Et le dernier point, et je m'arrêterai, c'est un enjeu de diversité et inclusion. On l'a vu avec Laurent ce matin, avec Territoire Zéro Chômeur, mais on ne peut pas faire comme ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'on est là aussi, on a un rôle majeur à jouer dans cette question. Voilà, donc on a des enjeux forts où on est attendu, ça veut dire qu'on doit aussi être force de proposition sur ces sujets. Merci en tout cas de les avoir exposés de façon claire, Laurence. Je voudrais faire réagir Philippe par rapport à ce qu'a dit Jean-Emmanuel Ray tout à l'heure. Télétravail. On disait tout à l'heure que ce dialogue social, qui est on ne peut plus nécessaire, quand on voit l'hybridation du travail, quand on voit les nouveaux liens au travail, il se prépare, il se travaille. Tu parlais de Bouygues Télécom où tu as œuvré de nombreuses années. C'est un peu la tradition de ce groupe de cultiver un bon dialogue social. Ça marche ensuite quand il y a des crises, et puis ça marche aussi pour les nouveaux enjeux qu'évoquait tout à l'heure Jean-Emmanuel Ray, en particulier le télétravail. Non, peut-être juste une remarque, ou en tout cas un rebond, un complément par rapport à ce qui a été dit. Évidemment, je souscris, même si l'éloquence de Jean-Emmanuel nous a permis de trouver finalement un point humoristique sur quelque chose qui n'est pas aussi drôle que ça, parce que très très réel. Moi, je rajouterais quelque chose que vous vivez probablement ou que vous avez très certainement vécu, sur l'indemnisation du télétravail. Comment ça se passe? Comment on fait? Alors évidemment, il y a les choses assez simples. Je paye, je prends en charge ou pas l'écran, le clavier, le fauteuil, etc. Tout ça, c'est assez simple. Le petit point qui est un petit peu plus délicat pour le moment, et malheureusement la loi et la jurisprudence, encore que, on en parlait tout à l'heure, je ne suis pas certain que tout soit sécurisé là-dessus. Vous avez le collaborateur qui, pendant cette période un petit peu compliquée que nous venons de passer, a profité de l'interruption de présence physique au bureau pour déménager. Et au lieu de bosser à Paris, où il habitait précédemment, il a migré vers des contrées plus ensoleillées. Marseille, ça parle à Claire Sylvain. Marseille au hasard, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis il vient vous voir quand il revient au bureau, et puis vous dit, au fait, on s'organise comment pour la prise en charge du TGV entre Paris et Marseille? Bon, voilà, je vois quelques sourires, donc j'imagine que ce sujet n'est pas totalement déconnecté de la réalité. Et aujourd'hui, les réponses, bien évidemment, sont pas toutes encore au rendez-vous. Donc, évidemment, quand il n'y a pas de réponse, un peu d'insécurité. Tu me posais la question sur... Oui, sur ce terreau fertile, c'est-à-dire que c'est de l'écoute. Quand on parle des nouveaux enjeux, vous, déjà à la base, il y a des prérequis. Tu commençais à en parler sur comment tu promeus ce dialogue social de façon à ce qu'il soit constructif. Il y a du respect, il y a... Alors, bon, je vais un peu raconter ce que j'ai vécu finalement. Alors, ça intéresse évidemment... moi, je trouve toujours intéressant de voir comment ce dialogue social peut se construire indépendamment des obligations que nous avons de recevoir mensuellement ou à périodicité un certain nombre de représentants du personnel. Et donc, il y a toujours l'envie, pardon de te couper, ouais, qui t'anime chez toi, d'aboutir, même si on n'est pas tout à fait du même avis au départ. Hein. Oui, absolument. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, les réunions que je dois avoir à périodicité, est-ce que je les considère comme une obligation? Et là, évidemment, j'y vais un peu entrer dans les pieds parce qu'on sait que ça va être long, on sait que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des échanges ou en tout cas des demandes que l'on ne pourra pas forcément traiter. Donc ça, c'est la partie un petit peu négative. Et puis, vous avez l'autre option qui est de dire finalement, je vais faire de cette obligation une opportunité.
Et finalement, la manière avec laquelle je vais appréhender ces réunions avec mes partenaires sociaux, ça va être finalement d'avoir une partie, d'avoir un échange, d'avoir une co-construction sur les questions qu'ils ont à poser. Moi, je sais que ma posture vis-à-vis des partenaires sociaux était toujours de les laisser poser les questions, quelles qu'elles soient, aussi embêtantes ou gênantes soient-elles, ou aussi démesurées quand il s'agit souvent de rémunération. Là, on peut avoir des excès. Mais la question n'est pas tant de dire « Ok, tu me demandes 10, je vais te donner 2 ». C'est pas ça le sujet. La question, c'est de dire pourquoi, comment on laisse s'exprimer la demande et comment on y répond avec un objectif qui est toujours l'objectif de les faire comprendre comment fonctionne une entreprise, pourquoi on peut donner, alors peut-être un peu plus que 2, mais en tout cas pas 10, et que ce n'est pas simplement parce que je suis du bon côté de la table. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a toujours eu ce rapport, cette envie de réussir avec nos partenaires des négociations qui aboutissent. Moi, je n'ai pas souvenir dans ma durée d'animation des instances d'avoir eu des non-signatures, alors peut-être une fois ou deux sur les rémunérations, puisque c'est souvent le point le plus critique, mais sinon, sur tous les autres, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, et ce terrain d'entente, on le trouve comment ? Simplement parce qu'on s'est respecté, on s'est écouté, et on a essayé de trouver une espèce de terreau fertile qui permet de faire appel à la responsabilité des uns et des autres, et de ne pas considérer que moi, DRH, en étant du côté, d'un certain côté de la table, c'est moi qui devais avoir le dernier mot. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a 2 points qu'évoquait tout à l'heure Jean-Emmanuel qui sont intéressants. Ce point sur les nouvelles générations, il y a des questions d'attractivité, il y a des questions de... le rapport de force, c'est un peu inversé. Hein. On ne te dit pas ce que tu vas faire, mais on a envie de rejoindre l'entreprise. Prouve-moi que j'ai raison de venir chez toi plutôt qu'ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est cette gestion du télétravail. Alors quand on a, je crois, 5 grands métiers, 130 000 collaborateurs, comment on fait pour aborder ces enjeux qui sont nouveaux et qui s'ajoutent aux autres ? Alors, en télétravail, on a donc 5 grands métiers. Quand on dit métier, en fait, c'est filiale. Hein, donc c'est Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Télécom. Chacune de ces entités a un DRH qui est totalement autonome, qui est rattaché au DG de la boîte. Donc, ils peuvent vraiment prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Et puis, on a une structure centrale dans laquelle je suis, qui est la structure DRH Group. On est plutôt en transverse, on est plutôt en apport d'idées, de création, de valeurs auprès de ces DRH, mais on n'a pas d'autorité sur eux. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on laisse chacun négocier chacun dans son entreprise le télétravail ? Et là, on va avoir à peu près le scope complet. Certains qui vont dire, nous, c'est full télétravail, d'autres vont dire c'est 1 jour, d'autres 2 jours, d'autres 3, d'autres pas le jeudi, pas le vendredi, enfin bref. On pouvait avoir finalement la totalité du scope, et la question était de se dire, est-ce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui soit un peu équilibré, sachant qu'on est dans un groupe dans lequel vous pouvez faire des carrières en passant d'un métier, d'une filiale à une autre. Tu l'as prouvé puisque tu es passé au groupe, alors moi c'était dans une filiale. Donc il y a un peu en filigrane la question d'équité aussi. Alors, il y a d'une part de l'équité, permettre la mobilité. Si vous avez tout à refaire à chaque fois que quelqu'un passe d'une boîte à une autre, c'est évidemment compliqué, il faut renégocier. Et donc, a fortiori, le télétravail. Vous mutez un collaborateur qui bénéficie de 3 jours de bénéficier, vous avez entendu le mot, bénéficie de 3 jours de télétravail et qui va muter dans une boîte dans laquelle il n'y a qu'1 jour. Instantanément, il va vous parler de compensation. Donc, l'idée était simple, c'était de se dire, tous les DRH se mettent autour de la table, on va négocier avec nos partenaires, chacun dans notre environnement, mais vers quoi on a envie de tendre. Et le vers quoi on a envie de tendre, on s'est dit, on pense que le télétravail, c'est incontournable. Tu parlais tout à l'heure d'attractivité. Si vous dites un jeune qui arrive sur le métier, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, mais en tout cas les jeunes sont très appétents à ça, vous arrivez sur le métier dans une entreprise qui vous dit non, je ne fais pas de télétravail. Je ne suis pas certain que la modernité soit au rendez-vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il le percevra. Et donc, l'idée, c'était de dire zéro télétravail, c'est juste impossible. 5 jours, c'est beaucoup trop. Et donc, l'idée, c'est de dire on va faire des choses raisonnables. Ça va être 1 ou 2 jours, ou pas du tout, selon. Et quand on est dans 1 ou 2 jours, on a une relation contractuelle qui s'instaure, qui s'installe. Et on demande à l'ensemble encore une fois, à la fois des partenaires sociaux et des DRH, d'aller dans ce sens en termes de négo pour essayer de converger vers une idée et vers une solution qui soit, alors je ne veux pas dire encore une fois alignée, mais qui ait du sens et qui permette qu'on est réellement dans un groupe et pas simplement dans un conglomérat qui ajoute ou qui empile cloisonné, comme on dit. Des sociétés diverses. Jean-Emmanuel Ray, réaction par rapport à ce que vient de dire Laurence et Philippe. Et puis, on se souvient de cette date du 24 septembre 2017, 22. Voilà. Il s'est passé des choses. On est 4 ans après, là. Là aussi, ça veut dire beaucoup de choses.
dialogue social, il a été en inertie. Quel regard vous portez justement sur cette opportunité qui était quand même unique? Oui, alors le dialogue social institutionnel, alors je partage tout à fait l'avis de Philippe en particulier. Si le dialogue social, ça consiste à respecter à la lettre le code, c'est pas le dialogue social, c'est l'application de la loi. Et grosso modo, méfiez-vous, il y a des facultés, pas la mienne évidemment, qui fabriquent des juristes qui ont une tête en forme de code, des obsédés textuels, d'accord? Donc, à partir du moment Pas mal où, ça, des obsédés textuels. à partir du moment où le code est respecté, il y a dialogue social. La réponse est non, d'accord? Respecter le code et la procédure, c'est pas faire du dialogue, c'est respecter le code. Grosso modo, on arrive à des personnes, je ne citerai pas de fac concurrentes, mais bon, qui vous disent que finalement, l'essentiel, c'est que, rappelez-vous, si vous avez des syndicalistes parfois un petit peu rigides, ça veut dire qu'on se moque de savoir si la question de la santé est abordée. C'est tu m'as pas envoyé la convocation dans les délais. Puis après, le PV n'a pas été bien rédigé. C'est pas ça le dialogue social. En un mot, on arrive à des personnes qui... Il n'y avait pas eu quelque chose chez Renault, là, ou chez Peugeot, chez PSA, il me semble, dans le nord de la France, ça y est pas longtemps. Hein? Oui, et pas seulement chez Renault. Oui. Et donc, grosso modo, ça donne, peu importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon. Le dialogue social, on s'en moque, il faut respecter les règles. Et là, c'est le juriste qui vous parle. Je pense qu'il n'est plus question aujourd'hui de faire du droit du travail sans être bon en RH. C'est ce que j'ai à mes étudiants en L3, mes 800, je leur dis, si vous voulez faire du droit du travail, c'est même pas la peine, vous devez vous former en RH. Parce que c'est une seule et même matière maintenant. Et donc, moi, je vois deux questions, ma vie professionnelle. Deux questions. La première, le CSE, la seconde, la négo. C'est ça le dialogue social d'un point de vue juridique. Le CSE, alors moi j'avoue que j'étais extrêmement déçu, mais il y avait le C19 qui vous est tombé dessus. Parmi vos fantasmes les plus fous, là je m'adresse aux plus de 45 ans, c'est du lourd. Combien d'entre vous auraient dit en 2016, respire fort, assieds-toi, en 2017 tu pourras faire le CSE que tu veux? Le nombre de réunions, les trucs récurrentes, tu fais ce que tu veux. Tu négocies les heures de délégation. Alors là, non, pas les heures de délégation. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné parce que ça a pris tout le monde de court et les syndicats ont compris, donc chacun a cherché à sauver les meubles. Résultat, aujourd'hui, à coup de louche, hein, le rapport du comité d'évaluation sortira en décembre. Mais grosso modo, les 3/4 d'entreprises ont dit, bon, on a le nez sur le guidon, on n'a pas le temps de prendre du recul, et donc on va reproduire l'existant. On ne change rien. Hein? On ne change rien. Ouais. Et donc ce qu'on appelle les CSE Lampedusa, c'est qu'on change tout pour que tout reste comme avant. Grosso modo, les délégués personnels sont devenus des représentants de proximité. Mais ça, si vous voulez, c'est bon. D'autres, alors là, je ne vais pas dire du mal des directeurs financiers, mais parfois ils n'ont pas bien compris que le social, c'est pas des chiffres, c'est pas 1 et 1 en social, ça fait pas 2. C'est plus compliqué que ça le social. Et donc l'idée c'est, le dialogue social me coûte cher, ça coûte cher le dialogue social, ça coûte cher. Et donc il faut couper dans les coûts. Et donc là, ça veut dire que ces entreprises-là ont fait la loi rien que la loi. En ce moment, quand elles doivent négocier un APC ou une rupture conventionnelle, ils sentent le retour de bâton. Et puis il y a ceux... Le CSE low cost, toi, quelque voilà, part. Absolument. Et le dernier est évidemment, c'est ceux qui ont dit, je pense à un accord collectif, c'est nous allons être les architectes de notre futur dialogue social. Et je termine sur le CSE. Beaucoup d'entre vous vont renouveler leur CSE bientôt. Là, il est clair que le C19 a complètement perturbé les prévisions législatives. Mais là, votre futur accord sur le CSE, ça va être parti pour 25 ans. En un mot, c'est là que vous allez vraiment imprimer votre marque. Donc, il y a une opportunité exceptionnelle. Et en clair, il ne faut pas avoir les passions tristes à la française. Ce que je lui donne, je le perds. Non, on a tous les deux intérêt à trouver que ces réunions qui durent 4 heures et on redit les mêmes choses à des personnes qui sont souvent les mêmes, c'est sans intérêt. On va se recentrer. Les problèmes de chez Bouygues ne sont pas les mêmes que chez Accenture. On va adapter notre dialogue social à l'entreprise. Voilà. Sur la négo collective, est-ce que vous avez le choix? Rappelez-vous, moi, quand j'étais petit, on me disait quand on est fort, on décide, quand on est faible, on négocie. Vous n'avez pas échappé que c'était plus à la mode, ça, d'accord? Résultat, quelles sont les 4 raisons pour lesquelles vous n'avez pas le choix? Et j'en ai parlé à midi avec certains d'entre vous. On m'a dit, moi, je préfère une charte. Mauvaise pioche pour 4 raisons. 1, c'est l'accord collectif, il a de la légitimité, et ça vous permettra, et là, excusez-moi, je suis un peu juriste, hein. Le problème des accords télétravail, c'est que vous signez un accord, puis vous ne regardez pas votre charte handicapée, votre accord forfait jour, etc. Donc, si c'est un accord collectif, ça vous permet de mettre à plat tout le reste. En un mot, le dernier accord le fait. Bon, premier avantage.
Deuxième avantage essentiel, c'est que ça fait, vous ne pourrez plus gérer, comme vous l'avez fait, 150 personnes qui sont en télétravail, pour les raisons qu'a abordé Philippe. Ouais, mais pourquoi lui il touche 35 € et moi 32? C'est ce qu'on appelle l'égalité à la française, la jalousie du jardin du voisin, pour être clair. Seule la convention collective vous permet d'éviter ce type de procès. Parce que je ne voudrais pas vous laisser voir, mais le télétravail est porteur de deux guerres qui vont tuer le télétravail, la guerre des temps et la guerre des coûts. Si jamais vous ne faites pas gaffe à la gestion du temps, vous retrouverez, allez, il ne faut pas que ça sorte d'ici parce que c'est un contentieux contagieux, un cadre, un webmaster, 8 juillet 2020, pour ceux qui connaissent ces arrêts. Un webmaster travaille chez lui, il n'est pas contrôlé, tout le monde va bien. Il est foutu à la porte pour faute grave. Il dit, j'ai travaillé d'arrache-pied quasiment 65 heures par semaine depuis 3 ans. Il a touché 178 000 €. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un télescopage qui est insupportable, parce que pour l'instant, c'est sans fin. Je suis chez moi, et vous dites, il est chez lui, on ne va pas rentrer. Résultat, quand je suis licencié, jamais pendant, quand je suis licencié, je vous rappelle qu'en cas de contrôle, même en cas de forfait jour, c'est à vous de démontrer que vous avez respecté le temps de repos. Ben justement, moi je dis, j'ai bossé, puis je me connecte, je vous vois venir, je me connecte tous les soirs à 23 h, je ne suis pas fou. En clair, je me crée les conditions de température et de pression assez habiles pour toucher, dernier arrêt, 274 000 € de rattrapage. Travail dominical, travail de nuit, etc. Pourquoi c'est un télescopage? La jurisprudence resserre la vis d'entreprise. Tu dois mesurer. Mais monsieur le juge, il est chez lui. Ça ne me regarde pas. Et là, qu'est-ce qui vous ressort? L'accord interprofessionnel de novembre 2000 qui vous dit quoi? Au bureau et chez toi, c'est tout pareil. Or, rien n'est pareil. Strictement rien n'est pareil. Rien. Et donc, je termine sur le télétravail et l'accord collectif. Nous sommes dans un pays où l'égalité de traitement est la seule religion laïque. C'est l'égalité. La liberté, on s'en moque, d'accord? La fraternité, encore moins. L'égalité est notre religion. Si jamais vous n'avez pas d'accord collectif, vous allez vous retrouver avec des procès. Et je rappelle que si l'un gagne, tout le monde est redressé vers le haut, pas vers le bas. On est bien d'accord, hein? Sur le plan financier, ça peut être totalement destructeur. Et puis surtout, là, c'est le juriste contentieux qui vous dit le télétravail, je parle moins fort parce que si ça se sait, ça va être compliqué. Le télétravail, sur le plan judiciaire, n'est pas du tout assuré. Je peux vous coincer sur les coûts, la durée du travail, travailler chez moi, tu me payes ma climatisation, tu me payes mon chauffage, mes mètres carrés, et d'ailleurs ma voiture. Totalement insécure sur le plan judiciaire. Un risque considérable. Quel est l'avantage? C'est que je signe un accord. On est dans un accord gagnant-gagnant. Pas les passions tristes, gagnant-gagnant. Les salariés sont tellement demandeurs. Résultat, je me fais assigner au prud'homme. Ouais, mais alors, il n'y a que 8 € par jour, alors que... Réponse, reste poli. Tu connais la jurisprudence de la chambre sociale? Il y a un accord collectif qui dit que tel avantage est réservé à telle personne. Je bénéficie, moi, chère entreprise, d'une présomption de légitimité. Si tu le contestes, c'est à toi de démontrer. On ne peut plus gérer le télétravail par somme de problèmes individuels. Sans ça, ça sera l'explosion. Seul l'accord collectif, et c'est plus aisé à faire que sur un PSE, vous permet de réguler sur le plan juridique tous les problèmes que ça pose. Passionnant et interpellant aussi. Laurence, par rapport à ce que disait Jean-Emmanuel et sur ces nouveaux enjeux du dialogue social, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Alors moi, je vais vous sembler en décalé, mais j'ai fait ma petite liste, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Mais c'est vrai que le risque est que tout le monde revienne sur le site et au moins, on a moins de risques encourus. Alors moi, je continue ma petite liste, si on changeait tout. Alors c'est important parce que hier, j'entendais... Il nous reste 13 minutes. Hein, ouais, 13 minutes. Allez, 3 minutes. J'ai 5 points. On parlait de gouvernance humaine. Si les DRH veulent garder la place qu'ils ont eue pour ceux qui ne sont pas dans les COMEX aujourd'hui, il y a un point important. Je ne parle pas de la norme qu'ils y apportaient et qui est très importante, mais il faut être un DRH stratégique. J'étais un peu triste hier de voir les résultats. Parce que la citation d'Avulrich est très intéressante quand il nous dit le DRH, il doit être outside in. Quand on nous dit qu'est-ce qu'on fait, moi je vais vous parler des métiers de mon groupe, la normalisation, la certification. Je ne vais pas dire j'ai toutes les fonctions RH et l'environnement de travail. Donc faites attention, c'est vraiment un point important. Le deuxième point, si vous m'avez écouté, vous m'avez entendu parler de travailleurs. Au niveau international, dans notre TC 260 Management des ressources humaines, dont j'assume depuis 2017 à la suite d'Easy la présidence, on ne travaille que sur le workforce, c'est la main-d'œuvre. Si demain les DRH ne vont pas sur ce champ, vos fonctions vont rétrécir comme une peau de chagrin.
Tout ce que nous faisons au niveau international, on travaille vraiment sur le workforce, que ce soit dans la mesure du capital humain. Voilà. Et pour vous dire, on a des travaux qui vont commencer. Donc venez, parce que c'est l'ANDRH qui a la présidence. Les Chinois ont eu un sujet sur lequel on va travailler qui concerne les gig workers, les travailleurs des plateformes. Sinon, on n'est pas sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on fait de la RSE et que c'est notre deuxième sujet 2021, au second semestre? Vous n'y êtes pas si vous vous concentrez que sur les salariés. Troisième temps, c'est, puis après, dans le SWP, on en a parlé ce matin, stratégie Workforce Planning, on intègre aussi le workforce et pas seulement les salariés. Ensuite, il y a le sujet du care. On ne peut pas passer à côté. Et surtout, moi, j'aimerais qu'on soit vraiment... J'écoutais ce que disait Sylvie hier sur la retraite. Moi, je suis atterrée aussi par rapport aux textes qui parfois sortent, des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais ça veut dire comment s'investir. Alors, la politique, c'est une chose. C'est vrai qu'il faut avoir des soutiens. Quatrième temps, c'est la transformation culturelle. Le rapport Bellon, quand il parlait du maintien en emploi des seniors, qui est un sujet avec le vieillissement et l'allongement des durées d'activité, c'est pour ça que le CARE est important. Je vous rappelle, taux d'absentéisme augmente d'1%. Dernier rapport EMIN, on est à 5,48. C'est un peu l'horreur, parce qu'il va falloir gérer toutes ces personnes dont on se fera partie un jour. Donc il faut la transformation culturelle des entreprises, mais aussi la transformation culturelle des salariés. Et on a un rôle à jouer. Typiquement, on doit pouvoir faire évoluer des personnes de poste en fin de carrière, parce qu'à un moment, certains peuvent tenir leur poste et d'autres pas. Sauf qu'en France, aujourd'hui, si la personne n'est pas d'accord, ça s'appelle une sanction disciplinaire avec une rétrogradation. Et la plupart du temps, les personnes préfèrent aller à Pôle emploi, ce qui n'est pas top pour nos retraites plus tard. Et le cinquième temps, dont personne n'a parlé encore, mais qui est en filigrane, transition écologique, c'est l'économie circulaire. Je vous rappelle que l'économie circulaire, c'est ce dont on parle. Alors, en France, on est leader. Alors, on a ce qu'on appelle un TC au niveau de l'ISO, qui est le TC 135. C'est la France qui a le lead. J'ai questionné mon collègue par SMS. Ni au niveau français, ni au niveau international, il y a un seul DRH dans les groupes. Ce qui veut dire qu'alors que l'économie circulaire, comme rappelait Myriam ce matin, dans tout ce qui est écologique, nous avons un rôle à jouer en tant que DRH, ben nous n'y sommes pas. Si nous ne sommes pas demain dans tous ces éléments, parce qu'ils vont venir dans le dialogue social, je rappelle qu'il y a une évolution avec le CSE depuis cet été, avec la RSE qui rentre de plein fouet, on n'y arrivera pas. Voilà un petit peu ces enjeux, mais vraiment, il faut que nous y allions si nous voulons garder notre place et rappeler que là, on est en première ligne avec cette crise, mais il faut garder parce que les salariés et les travailleurs ont besoin de ce rôle que nous avons en dialogue social. Voilà, je m'arrête. Merci Laurence, voilà. Un beau message. Philippe, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change? Bon, nous, on garde un certain nombre de choses. Alors évidemment, comme l'a dit Jean-Emmanuel, la transformation des PCE en CSE sont des choses évidemment qu'on a opérées. Et la question, on pouvait faire, ce qui était également cité, un cost-killing interne en disant, voilà, la loi nous permet vraiment de minorer, de diminuer le nombre d'élus. Nous, on a eu finalement un regard assez pragmatique sur le sujet. On s'est dit, voilà, on fait le CSE, et puis dans le CSE, il y a des choses qui disparaissent, il y a le CHSCT qui disparaît. Et donc l'idée, on a créé un CSSCT, je regarde mes notes, Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de dire, le CHS faisait un bon boulot. L'idée, c'est de continuer à faire que ceux qui opéraient les CHS, qui avaient des compétences, qui avaient un savoir-faire, qui avaient un savoir-être à la fois de négo, mais surtout de responsabilité par rapport au sujet qu'ils étaient censés traiter, on s'est dit, ces gens-là, s'ils ne sont pas élus, on va les perdre au sein des CSE. Et donc l'idée, ça a été de les réintégrer et de réintégrer ou de créer ces commissions partout où il y avait des CHS pour ne pas perdre cette compétence et cette connaissance. Ensuite, il y a eu un deuxième point quand on a créé ça. On a regardé le maillage du territoire puisqu'on est implanté partout. On avait des implantations partout en France, en région. Et l'idée, c'était de se dire, à chaque fois qu'on imagine et qu'on pense que la représentation nouvelle locale va évidemment respecter la loi, mais qu'on considère qu'elle est insuffisante, à ce moment-là, on a rajouté des sièges. Et donc, on a fait l'inverse du cost-killing qui a lu au pied de la lettre ce qu'on était censé faire. Donc, on a augmenté de manière volontariste et volontaire le nombre d'élus, en tout cas le nombre de sièges
avec des représentants de proximité, puisqu'évidemment, tout ça, c'est le terrain. Alors en termes de chiffres, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui, en 2020, on a un peu plus de 4000 élus, on a 354 CSE, donc vous voyez, c'est quand même une grosse machine à organiser. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le dialogue social a un coût, et ça clairement, quand vous avez 4000 collaborateurs qui travaillent sur le sujet, ça a évidemment un coût, mais ça permet, par exemple, au titre de l'année 2020, on a signé 159 accords collectifs, puisque j'ai bien noté que le collectif était également très, très, très important. Et alors, ça, évidemment, on ne veut pas le changer. Et on ne veut pas le changer, pourquoi? Pour une raison simple, c'est que, comme un bon accord collectif est mieux que rien du tout, évidemment, mais de temps en temps, et même à chaque fois, vous êtes dans l'obligation d'avoir des accords collectifs. Et pour avoir des accords collectifs, il faut que vous ayez quelqu'un qui est censé signer, accorder ou négocier, discuter avec vous les accords. Et donc, si vous n'avez pas les partenaires suffisamment présents à l'instant T et à l'endroit en question, vous n'êtes pas en mesure de créer, de générer ces accords. Donc ça, on ne les change pas. Et que ce qu'on change, on change juste que voilà, il faut vivre avec son temps, il faut entendre, on le disait, les générations plus contemporaines n'ont peut-être pas forcément la même appétence sur le syndicalisme, le regard qu'elles peuvent avoir sur les syndicats. Bon, quand vous ne leur parlez pas de syndicats, mais de partenaires sociaux, peut-être que là, il peut s'allumer d'autres idées, d'autres représentations en ce qui les concerne, et qui évidemment peut les intéresser pour participer à construire une entreprise dans laquelle, alors j'ose dire, une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Comme le Bouygues, par exemple. Jean-Emmanuel Ray, par rapport à ce qui vient d'être dit, on parlait tout à l'heure de ce deuxième acte du CSE, l'acte 2. On a l'impression qu'il y a eu un peu le vertige de cette liberté. Certains s'en sont emparés, d'autres low cost ou d'autres ont rien changé. Il y a un point auquel faisait référence Philippe à l'instant, concernant les jeunes générations. Quand il y a plusieurs actes, il y a aussi une pièce qui se joue à plusieurs, avec en particulier les partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'on peut décrypter par rapport à ça? Les jeunes générations auxquelles vous faisiez référence, elles ne se tournent pas forcément aujourd'hui vers les syndicats. Oui, c'est un euphémisme. Grosso modo, quand vous parlez aujourd'hui à des enfants de 20 ans, quelle horreur! À des adultes jeunes, le terme syndicat ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils n'en ont que pour les ONG. Ce qui est une grosse bêtise historique, parce que je vous rappelle que les syndicats ont été les premières ONG. Les syndicats ont créé les premiers réseaux sociaux en France. Mais bon, il faut vivre avec son temps, me dit-on. Donc, on enfonce le clou vraiment, là où... Oui, c'est le moment, vous croyez? Oui. Alors, je résume. Depuis le 22 septembre 2017, tout votre droit en entreprise repose sur la négo d'entreprise. D'accord? Tout est possible par négo d'entreprise. Je vous rappelle, vous pouvez vous soustraire à la branche, vous soustraire à l'ARNI, etc. Question, comme pour d'autres activités humaines, il faut être deux pour négocier. Vous êtes là. En face, où en sont-ils? Moi, j'ai une vision un peu stratosphérique. Je regarde, par exemple, les chiffres généraux de la représentativité des confédérations. Les derniers chiffres viennent de tomber sur le cycle, vous savez, 2017-2020. La CFDT reste en tête, la CGT juste en dessous. C'est pas ça dont je vais vous parler. C'est que quand on regarde un peu dans le détail, et là c'est très problématique, y compris pour les entreprises, le taux d'abstention a cru de 5% en 5 ans. Et à votre avis, dans quel collège le taux d'abstention est maximisé? Ouvrier. Ce qui se passe dans la société politique se passe dans vos entreprises. D'ici 5 ou 6 ans, le taux baissera en dessous de 50%. Et vous me voyez venir, évidemment, gros comme un code du travail. C'est tout notre droit de la négociation repose sur les syndicats représentatifs. Et représenter, ça veut dire en latin, représentare, ça veut dire rendre présent des gens absents. Ce n'est pas le nombre d'adhérents qui fait, depuis 2008, la puissance syndicale, c'est le nombre d'électeurs. Mais quand dans une entreprise, vous avez 50% des électeurs qui s'abstiennent et qu'un syndicat fait 12%, il est représentatif, mais ça fait combien 12% de 45%? Il y a une vraie question, c'est les interlocuteurs actuels, et je vous donne juste un chiffre pour dire qu'on est tous dans le même bateau. En Italie, la CGIL, qui est le plus puissant syndicat italien, la moitié des adhérents de la CGIL sont des retraités. Il y a un pépi-boom de folie, d'accord, d'un PVO de folie, et derrière, ça ne suit pas. Et donc là, ça pose un problème majeur à notre système de négo.
Si jamais on nous dit les syndicats ont le monopole de négociation, et ça, à mon sens, vous préférez les gilets jaunes? En un mot, c'est bien gentil de dire oui, mais ils représentent qui? Dans certaines émissions, enfin, je suis le punching ball des politiques, quand ils me disent oui, mais vos syndicalistes, je leur dis, t'as combien d'adhérents dans ton parti politique? Juste un chiffre, hein. La CGT à elle seule, la CVT à elle seule, a autant d'adhérents que l'ensemble des partis politiques français. Donc il ne faut pas nous la faire, mais d'où tu parles, d'accord? C'est 800 000 ou 600 000 adhérents. Mais malgré tout, il y a une chute qui est très inquiétante. Or, si notre système est basé sur la représentativité, qui elle-même est basée sur l'adhésion, mais surtout les votes, là, il y a un vrai souci. Et donc, deuxièmement, et je m'arrête là, c'est le CSE, le renouvellement du CSE, c'est vraiment important. En clair, il faut faire, comme on dit à l'armée, du rétex, un retour d'expérience. Et là, je fais beaucoup de formations en entreprise, et l'idée, c'est quand même le coût du CHSCT. Alors, ne me dites pas que le CHSCT, il n'y a plus de comité, comme l'a très bien dit Philippe, il y a encore un comité. Mais grosso modo, la santé, je ne voudrais pas vous décevoir, mais la santé, elle est dans votre agenda pour un certain temps. On est bien d'accord, hein? Donc, elle est arrivée en top priorité, hein, on l'a vu avec l'étude du BCG. Donc sur la santé, premièrement, il faut muscler un peu votre commission. Sans ça, il y aura des soucis. Deuxièmement, et je m'arrête là, on sera tous d'accord pour dire le CSE, c'est une bonne idée, plutôt que le millefeuille avec les mêmes personnes au même endroit, etc. En revanche, en termes de proximité, quand il y a eu la pandémie, on s'est dit peut-être qu'il aurait fallu maintenir des délégués de proximité. Donc, repenser à des représentants de proximité qui sont dans votre main. Je rappelle, ils ne sont pas obligatoires. C'est le nombre qu'on en veut. En un mot, je crois qu'il faut repenser, faire le bilan de ce qui a été fait et repartir. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un point qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on a évoqué depuis le début de cette université, ces nouveaux liens au travail, l'équilibre perso-pro, l'individu versus le collectif. On le retrouve, Jean-Emmanuel Ray, en entreprise et on le retrouve dans la société, avec un grand S aussi. Ça fait partie aussi des enjeux du dialogue social, quelque part. Oui, mais ça, on va tous pleurer, donc c'est pas la peine que je l'aborde. Vous aviez quel âge en 67? 67, Dutronc, et moi, et moi, et moi. Tout est Rain and Tears aussi, de Aphrodite Child. Pour ceux qui ont fait du droit, grosso modo, Dutronc a inventé l'article L 1121.1 à l'insu de son plein gré, virgule. Nul ne peut porter atteinte aux libertés sous c'est justifié et proportionné. Cet article, c'est l'éclatement du collectif. D'accord? Et concernant les faits religieux en entreprise, qui est un problème quand même assez majeur, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est que jusqu'à présent, les juges disaient « Madame X, Monsieur X ont le droit de porter ici un voile, là une croix et là une kippa ». Ils se centraient exclusivement sur l'individu. J'ai commis un article dans une agence qui s'appelle l'AEF en disant « Mais on vit dans une collectivité. Vous êtes gentil de dire il a le droit, mais est-ce qu'on a demandé l'avis des collègues? Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout envie, mais pas du tout envie de discuter religion, cette chose si intime, et on grimpe au rideau direct. C'est tellement intime que si on commence à s'engueuler, on grimpe au rideau. Alors on va s'occuper, et je termine là-dessus, vous avez compris que c'est pour vous que je vous dis ça. C'est que vous gérez une communauté, vous ne gérez pas une somme d'individus. Donc l'arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021 a pris un peu le contre-pied de la Chambre sociale qui nous dit « Ah, il a une religion, tout doit céder ». Non. La Cour de justice, le 15 juillet 2021, a dit « La communauté de travail compte, les conflits internes de la communauté de travail comptent ». Oui, il faut... En clair, l'individu n'a pas tous les droits. Et moi, et moi, et moi, c'est la fin d'une société. Place et enjeux pour les DRH, ils ont été, on le disait depuis le début de cette université, sur le devant de la scène, Jean-Emmanuel Ray. Ils ont montré qu'ils étaient indispensables. Il y a eu une doublette chez toi, Philippe, chez toi, Laurence, aussi, DG et DRH. Il ne faut pas qu'ils risquent ensuite de se retrouver... retourne dans ta niche, quoi. C'est un peu ça, non? Message à passer sur ces nouveaux enjeux du dialogue social qui sont aussi des nouveaux enjeux pour les DRH. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je vais me faire engueuler par mes deux voisins. Donc, Alors, réponse. Je vous ai un parallèle qui va vous choquer. Quel est le point commun entre Bercy et les RH? Vous avez 2 minutes. Les RH, côté direction générale, ça a été « Ouais, mais non, hein. Les RH, ça sert à quelque chose. Hein. Ils nous ont sauvés de là où on était. En plein Covid, ils ont fait ce qu'il fallait au même endroit, au bon endroit. En un mot, ce n'est pas une fonction support. Ça va partager de la stratégie de l'entreprise.
le parler avec Bercy, c'est que si vous parlez des commerçants, vous diront jusqu'à présent, Bercy, c'était uniquement une pompe à fric pour moi. Et là, Bercy, en un mois, m'a indemnisé de perte. L'image de Bercy a grimpé de 30% chez les commerçants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la fonction RH a grimpé et il vous appartient maintenant de la maintenir à ce niveau-là. Et il est clair que dans le renouvellement de la négo collective et du CSE, si vous continuez à garder la main, pour la fonction RH, c'est une excellente nouvelle. Sur ce, avec le télétravail, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est pas Audrey qui nous contredira, que vous avez eu comme élève, me semble-t-il, Jean-Emmanuel, notre présidente de la NDRH. Oui. En quelques mots, elle est là, Audrey. Nul n'est parfait. C'était une bonne élève? C'était une bonne élève? Bah, si elle est là. C'est QFD. Allons. Alors, restez polis. Il me faudrait 3 mots pour synthétiser ce qu'on s'est dit. Hein. Vous le savez, depuis le début de cette université, des mots-clés. Et si on changeait tout, qu'est-ce qu'on retient et ensuite, on en fera une synthèse tous ensemble à la fin de cette journée. On commence avec toi, Philippe? Alors, 2 mots par rapport au sujet du dialogue social, mais les 2 mots vont très, très au-delà de ça. Pour moi, les 2 respos qui sont des espèces de valeurs cardinales qu'on essaie d'utiliser le plus souvent possible, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans mes propos, c'est le respect tout d'abord. Je pense que quelles que soient les croyances, puisque l'on est terminé sur les croyances, mais en tout cas le job, le métier que vous faites, où vous êtes, quel que soit l'endroit, quel que soit votre niveau hiérarchique dans l'entreprise, tout le monde mérite le respect. Là, là-dessus, il n'y a pas d'exclusivité à avoir. Et puis un deuxième mot qui est assez corrélé avec le premier, c'est la confiance. On peut faire des tas de choses, si on est dans un mode confiance. En revanche, dès qu'on est dans un mode défiance, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense que le dialogue social, s'il n'a pas respect et confiance, il va probablement être un petit peu décalé par rapport aux attentes. Voilà, respect, confiance, 2 mots-clés qu'on rajoute. Laurence? Je suis d'accord avec Philippe. Moi, je vais en choisir 3. Je vais commencer par workforce parce qu'il veut vraiment. Et je ne vais pas donner la traduction française. Si je dis travailleur ou si je dis main d'œuvre, ça ne va rien vous dire. Donc, je garderai le terme anglais qui est plus représentatif. Ensuite, je parlerai responsabilité parce qu'en tant que DRH, on a une responsabilité. Et puis après, compétences, parce que c'est beau développer les compétences des autres, mais aussi développer les siennes et être toujours au top, parce que sinon, on ne sera pas un acteur crédible, que ce soit dans le dialogue social ou dans d'autres domaines. Merci. Jean-Emmanuel? 3 mots. Avec tout ce qui nous attend, Musset, Alfred, 1840. Vous êtes prêts? L'ancien monde n'est plus. Le nouveau monde n'est point advenu. Voilà le secret de nos mots. M-A-U-X. Ça nous rappelle quelque chose. Sur ce, je maintiens ma phrase introductive. Pour les jeunes d'aujourd'hui, peu importe nos mots à nous, ils vivent une époque formidable, d'accord? L'avenir n'est pas fermé, le travail n'est pas un petit truc qu'on va se partager à plusieurs. Et donc mes 3 mots, c'est même pas peur. Merci beaucoup. On peut les remercier et les applaudir. Merci tous les 3. Laurence Breton-Coigny, Philippe Queneau et Jean-Emmanuel Ray. Merci. Merci à vous. Je vous invite à...